Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui une vidéo FAQ, vous savez, ça fait quelques temps là, que je continue à faire ce format parce que c'est un format que j'aime bien. Donc voilà, FAQ. Je vais répondre à 3-4 questions. Alors les sujets du jour, ça va être, on va parler des photos produits. On va parler d'entrepreneuriat aussi, est-ce qu'il faut démarrer avec un certain statut. Et la dernière question, ça sera autour des métriques, autour d'analytics, des suivis de pixels, de conversion, etc. Alors on va attaquer par la photo. En fait, vous avez été plusieurs à me poser des questions autour de la photo. Et je vais vous donner les 3 questions que j'ai eues. Donc je vais vous les donner toutes les 3 d'un coup. Et après je répondrai à chacune d'entre elles, mais ça sera une réponse globale. Alors c'est une question en commentaire de Christophe L. Salut Serge, une question me trotte dans la tête étant donné que tu travailles en flux tendu, comment fais-tu au niveau des photos? Tu commandes un échantillon de chaque référence sur ton site ou tu peux utiliser les produits de ton fournisseur? Bien sûr la question ne se pose pas si tu as un stock, mais niveau copyright, est-ce que ça pourrait poser des problèmes de réutilisation de photos? Première question. La deuxième question en relation et qui a été aussi posée en commentaire de vidéo. Bonjour, je suis encore dans la phase de réflexion. J'aimerais savoir avant de commencer son site, dans un premier temps prendre contact avec le fournisseur et les produits. Parce que intégrer les photos des produits sur son site, il faut les avoir pour les prendre en photo. Et surtout avoir des belles photos. Et l'autre question de Audrey qui est aussi une question de commentaire. De vidéo. Bonjour Serge, merci pour ton temps. J'arrive un peu tard mais j'ai une question très basique. Mais surtout très pratique et c'est un dilemme pour moi. Comment gérer l'emballage des photos de produits? J'ai un e-commerce et je ne vois pas comment prendre mes photos sans déballer les produits de leur blister. Je me suis imaginé de ne pas revendre les produits que j'aurais pris en photo, mais bon, je suis débutante avec un petit budget. Je me vois mal autant de pertes. Idem pour les potentiels retours de clients qui ont enlevé le blister. Donc en fait, vous voyez, on est sur une problématique d'emballage produit. Comment prendre les photos, comment demander aux fournisseurs. Alors déjà, dans un premier temps, c'est très simple. Pour tout ce qui est photo, je vous encourage vivement à demander les photos à votre fournisseur. Quasiment tous les fournisseurs vous donnent des photos. Moi, j'ai certains fournisseurs qui me vendent un CD de photos. Alors oui, bon, mais c'est les Allemands. En fait, il faut savoir qu'avec les Allemands, tout se paye. Il y a très peu de transport offert, il y a peu de cadeaux chez les Allemands. Et ils en sont même allés jusqu'à me demander de l'argent pour les photos de produits. Alors heureusement, ils ne sont pas tous comme ça. En général, comme je vous dis, un fournisseur français, il va vous donner ces photos. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est de demander l'autorisation de les récupérer directement depuis leur site e-commerce. Alors, soit vous faites un clic droit à enregistrer l'image sous, on connaît tous le concept. Soit vous leur demandez un CD ou une Dropbox, un fichier à télécharger. Ou soit, encore mieux, en fait, vous pouvez demander un fichier Excel à vos fournisseurs. Il va vous donner un fichier Excel avec la référence du produit. Je reviendrai d'ailleurs sur ce sujet. Donc le titre, la description, le prix, etc. et l'URL de l'image. Et en général, quand vous avez des plateformes comme PrestaShop le fait très bien, Shopify, je sais pas, j'imagine que oui. Quand vous importez ces fichiers, en fait, le petit logiciel qui importe le fichier va aller chercher la photo, la recadrer et la mettre où il faut au bon endroit. Donc vous avez cette possibilité là. En parlant de fichiers Excel, vraiment n'hésitez pas à demander aux fournisseurs s'ils ont un fichier. Si vous arrivez à récupérer un fichier Excel de toutes les données, c'est-à-dire le prix, la description, les caractéristiques, l'idée, le code EAN, tout ça, toutes les infos que vous pouvez gratter à votre fournisseur, essayez de les gratter. Comme je vous dis, avec PrestaShop, vous avez des outils natifs, c'est-à-dire des outils qui sont gratuits, qui sont intégrés dans la solution, qui vous permettent d'importer vos fichiers et de ce fait, importer les produits très rapidement. Voilà pour le fichier Excel. Ensuite, pour les photos, si vous n'arrivez pas à récupérer les photos de vos fournisseurs, moi j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous êtes sûr de vos fournisseurs, est-ce qu'ils sont fiables? Alors, tout dépend de la thématique que vous êtes. Si vous êtes dans une thématique où c'est un petit marché et les fournisseurs ils travaillent à l'ancienne, parce que c'est pas parce qu'on est en 2018 que qu'il y a certains fournisseurs qui ne travaillent pas à l'ancienne. J'ai des fournisseurs qui travaillent à l'ancienne. Ça veut dire quoi, les fournisseurs qui travaillent à l'ancienne? Ben, c'est qu'ils n'ont pas de fichiers, ils n'ont pas de stock à vous donner, ils travaillent, les commandes ils les passent par fax, quoi. On est vraiment à l'ancienne, mais ça existe encore de nos jours. Donc si vous êtes dans une petite thématique et qu'il n'y a que ce style de fournisseur, ok, faites les photos, essayez de faire le job. Mais sachez quand même que si c'est une petite thématique et qu'il n'y a pas de photos et qu'il n'y a pas de marché, vous risquez de ne pas trop faire d'argent. À moins que vous soyez précurseur sur un certain marché. Mais sinon, c'est des petits marchés. En général, là où il y a de l'argent, pour faire simple, là où il y a de l'argent, c'est là où il y a des fournisseurs
sont assez costauds, et les fournisseurs qui sont assez costauds, ils ont mis les moyens dans l'informatique, ils ont mis les moyens dans la photo, etc. Ils sont capables de vous donner de la donnée, quoi. Vous donnez de la donnée, ouais, c'est ça. Vous donnez de la donnée, vous donnez des photos. Alors que si c'est un petit fournisseur, il n'a pas le moyen informatique, il n'a pas le budget informatique, du coup, il est dans un petit marché. Donc, posez-vous quand même cette question. Ensuite, pour les blisters. Alors moi, j'ai travaillé dans différentes thématiques. J'avais même une thématique, ça n'a pas duré longtemps, j'en ai parlé déjà sur cette chaîne, sur la lingerie sexy. Et clairement, quand tu as un retour produit, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas le jeter, en fait. Voilà. Moi, je me suis jamais amusé à renvoyer, à remettre dans le stock des strings, des soutiens-gorge, et j'irais même jusqu'à dire des sextoys, parce qu'on vendait des sextoys aussi. Donc ça, nous, tous les retours, on les jetait. Ben, j'allais te dire, tu t'assois dessus, mais non, c'est un petit peu déplacé quand même. Mais oui, tu jettes, tu peux pas. Après, si tu as des blisters, essaye de voir si, tu sais, il y a des magasins comme il y a Metro, il y a Rétif, voilà, cherchez le nom. Rétif, qui vendent des emballages, des petits sacs sympas. Si le blister est cassé, je sais pas dans quelle thématique tu es, peut-être que le blister est hyper important, mais peut-être que en achetant, je sais pas, une boîte transparente, tu peux remettre tes produits proprement dedans, ou mettre dans des sachets. Si tu refais ça proprement, que tu remets ton produit proprement, tu peux le renvoyer. Moi j'ai l'exemple avec chaussures pour enfants, je sais pas si vous me suivez, vous savez aussi que j'ai un site de chaussures pour enfants, et j'ai eu pas mal de retours de chaussures, de boîtes cassées. Même les gens, je vous assure, en boîte de chaussures, les gens ils s'embêtent pas, hein, ils remettent les chaussures, ils mettent un bout de scotch sur la boîte Kickers, admettons, vous voyez, ils vous remettent un beau bout de scotch marron sur la boîte, ils collent l'étiquette dessus et ils vous renvoient ça. Hein. C'est dans ces cas-là, dans ces cas-là, il faut que tu trouves une solution alternative. Tu vas chercher une boîte qui correspond un petit peu. Et aussi, j'ai fait aussi dans le vêtement pour homme. Alors, je n'irai pas dans le détail, mais voilà, j'ai un petit peu fait ça. Et ce qu'il faut savoir dans les vêtements pour homme, il y a pas mal de blisters, il y a pas mal d'épingles, il y a pas mal de tout ça. Et les clients qui nous renvoyaient la marchandise, nous ne remettaient pas tout ce qu'il fallait, tous les petits éléments. Alors, ce qu'on avait trouvé comme solution, c'était de faire imprimer. On avait imprimé un petit flyer, un format A5, voilà, comme ça, d'une couleur un petit peu flashy, jaune, orange. Sur ce flyer, on avait écrit une phrase toute simple qui disait nous reprenons la marchandise à la seule condition que vous remettez le produit dans son emballage avec tous les petits accessoires qui vont avec. Et alors, je vous dis pas que ça a résolu 100% des retours, mais on a vu une vraie différence à ce niveau-là. Donc, si vraiment tu as un blister et que tes clients peuvent l'ouvrir proprement et que ça se voit pas pour tes futurs échanges, ben je t'invite à mettre un petit flyer à l'intérieur. Un flyer, ça coûte rien. Tu vas sur internet, tu regardes un petit peu les sites internet en ligne. Pour 5000 petits flyers, tu fais imprimer qu'en noir. Hein. Pour 5000 flyers, tu n'en as même pas pour 30 euros, 40 euros. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup de s'embêter pour derrière t'y retrouver. Et oui, et aussi si tu prends la photo et que tu casses le blister et que tu n'arrives pas à le refaire propre, ben comme je te dis, tu as la solution de trouver un autre emballage, ou alors peut-être, enfin je sais pas si c'est vraiment intéressant de faire ça, mais peut-être que tu peux mettre dans une catégorie ou juste mettre sur la photo produit réemballé et le brader, le vendre un petit peu moins cher. Je crois qu'Amazon fait ça, je crois que j'ai vu ça dernièrement sur Amazon, je t'invite à aller voir. C'est les produits reconditionnés comme ils disent, quoi. Voilà. Alors voilà pour ça, pour les photos. Ensuite j'ai une question qui tourne autour de avant de se lancer dans Shopify, il faut créer une entreprise, point d'interrogation. Il va falloir payer des impôts après un certain moment, point d'interrogation. Est-ce que c'est légal de se lancer directement comme ça avec son compte PayPal et faire des virements sur son compte bancaire? Merci. Alors, Alphonse, clairement, je vais pas te faire la morale ou quoi que ce soit sur oui, il faut créer ton entreprise, etc. T'imagines, tu gruges l'État. Je vais pas avoir ce dialogue et je vais pas partir dans cette direction. Par contre, moi, je vais te poser une question à toi. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Est-ce que tu veux créer quelque chose de pérenne? Est-ce que tu veux créer quelque chose à long terme? Est-ce que tu veux essayer Shopify pendant une semaine et voir si tu vas faire des ventes et derrière t'enrichir à foison? Je sais pas ce que tu veux, Alphonse. Si c'est ça, pour moi, personnellement, tu pars dans la mauvaise direction. Quand on crée une société, j'estime qu'il faut y mettre un peu ses tripes et quand on y va, il faut y aller en entier.
Donc créer un statut d'auto-entrepreneur, ça prend 3 secondes. À savoir qu'un statut d'auto-entrepreneur, si tu ne fais pas de chiffre d'affaires, tu ne payes rien. Donc il n'y a pas de risque. Essaye de faire les choses proprement. Alors après tu vas me dire oui mais un compte pro, ça va coûter de l'argent et tout. Alors là je suis d'accord avec toi. Et peut-être que si tu vas avoir ta banque et tu crées un compte personnel et que tu aies un compte PayPal que tu peux grouper, là à la rigueur que tu gruges sur cette manière-là, ça me gêne pas parce que c'est ta mentalité c'est de réduire tes frais. Mais de là à dire est-ce que je peux monter une société sans statut, sans rien, déjà dans ta tête tu pars du principe que ça va pas marcher. En fait ce que j'essaye de te dire c'est que c'est toi là, c'est à toi de te convaincre à toi-même. Le fait de créer une société, ça va te convaincre à toi-même que tu veux vraiment réussir. Si tu fais que des tests à l'arraché sans rien, parce que là je sais pas ce que tu crois, est-ce que tu as entendu, mais quand tu vas avoir ta société, il va falloir que quand tu vas vouloir vendre un peu du matériel, il va falloir que obligatoirement que tu montes patte blanche. Si demain tu veux vendre un petit peu sur Amazon, Amazon va te demander ton SIRET. Si demain tu veux travailler avec un fournisseur, tu crois qu'un fournisseur il va pas te demander un SIRET? Maintenant, si tu travailles avec AliExpress, oui, peut-être. Alors oui, tu vas avoir des problèmes avec la douane parce que c'est un compte personnel. Et puis, tu peux avoir des risques. Imagine, tu vends un truc qui pose un problème chez ton client. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Imagine, tu vends une crème et la personne qui s'applique la crème, elle fait une réaction. Et qu'elle se retourne vers toi. Tu n'as même pas de société, tu n'as rien, tu n'as que dalle. C'est prendre des risques pour pas grand-chose. Alors, comme je te dis, je ne suis pas moralisateur. Moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est que si tu as l'intention de devenir entrepreneur, pour moi c'est un minimum de créer un statut. Voilà. Après si tu as envie de prendre le risque, prends-le. Mais bon, moi je trouve ça moyen. Et j'insiste bien, essaye de te dire que tu vas créer quelque chose de pérenne. N'essaye pas de me trouver un bracelet à 3 euros là et de le vendre sur Facebook en pub Facebook Ads. Et d'ailleurs si tu veux faire de la pub Facebook Ads, il faudra aussi que tu crées, que tu montres patte blanche avec une société, etc. Si tu veux voir une réussite de business, là j'ai créé la dernière vidéo qui s'appelle le géant du e-commerce à 600 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Va voir ce que c'est une vraie société. Je t'encourage vraiment à y aller. Voilà pour toi Alphonse. Alors dernière question de Vincent. Alors Vincent il me pose une bonne question et vraiment je trouve que cette question est intéressante parce que ben, vous allez comprendre pourquoi. Donc il m'explique un petit peu, voilà je me suis lancé, je veux faire un site de manière pérenne, travailler sur le long terme avec des fournisseurs, etc. Et il me dit qu'il a fait déjà des tests, il travaille avec AdWords, il a déjà créé son site. Et Vincent me pose la question toute simple, c'est autre sujet sur lequel je n'arrive pas à progresser et qui pourrait donner lieu à une vidéo, le suivi des métriques. C'est-à-dire que je n'arrive pas à paramétrer Analytics pour qu'il me fasse remonter vraiment les vraies infos, c'est-à-dire le pixel Facebook, combien il vend, combien je vends en SEO, combien je vends via AdWords. J'ai pas de réel Instagram aussi, il me parle. J'ai pas de réel remontée et j'ai comme un doute à chaque fois quand les conversions se font. Alors, je suis d'accord avec toi, il y a des petites bases à avoir sur Google Analytics. J'essaierai de faire une vidéo où je vous montrerai les subtilités, il y en a plein. Mais c'est pas, je veux pas répondre je vais pas te faire une réponse technique, je vais te faire une réponse sur le commerce. Et sur ce que moi j'ai pu en conclure. Quand tu mets les métriques comme le pixel de Facebook, Facebook va te dire que tu as généré 40 ventes. Et quand tu vas aller dans Google Analytics va te dire tu as fait 2 visites Facebook. Je force le trait, hein, vous êtes bien d'accord. Mais en fait, Google n'aime pas te faire remonter les informations de Facebook. Et Facebook, je pense qu'il aime bien aussi gonfler les ventes. Donc du coup, qui croire? C'est ça en fait, qui croire? Alors, j'ai fait des tests, j'ai fait plusieurs tests, j'ai affiné, j'ai essayé de voir qui c'est qui avait la dernière conversion. Vous savez, il y a ce principe-là qui dit que si tu arrives par Google AdWords, mais que tu arrives par le SEO après et que derrière c'est Facebook qui va prendre la conversion parce que c'est le dernier, c'est au dernier clic. Mais ça peut se configurer. Vous pouvez lisser, vous pouvez faire. Bon, comme je te dis, Vincent, je ferai une vidéo. Mais le truc qu'il y a, c'est que en fait, on s'en fout un peu. C'est con ce que je vais te dire, mais on s'en fout un peu de cette dernière conversion. Alors je sais que certains ils vont dire waouh, mais c'est un fou, moi je suis hyper calé au niveau de mes conversions et je sais exactement qui c'est qui vend quoi, le budget que j'attribue et tout. Très bien, très bien. Moi ce que j'ai pu voir, c'est que en affinant tous ces métriques là, à force d'affiner, à force de bien paramétrer, de rendre le truc hyper rentable, ce qui se passe derrière, c'est que je perds des ventes. Je perds des ventes
parce que j'ai voulu être trop précis. Et du coup, à force d'être trop précis, à force de trop vouloir rentabiliser le coût d'acquisition, ce qui se passe, c'est que en fait, tu perds tes ventes. Alors oui, tu vas me dire, ouais, mais Serge, du coup, si tu es plus rentable, tu gagnes plus d'argent. Sincèrement, je sais pas si tu gagnes plus d'argent. Tu sais, il y a comme un effet un effet boule de neige quand tu fais de l'AdWords. Je dis toujours, quand tu commences l'AdWords, tu vas générer des ventes instantanément. Sur le concept, je suis d'accord. Mais le client, il te connaît pas en fait. Si tu es dans une thématique passion, le client, il te connaît pas. Mets-toi à la place du client. Ah tiens, ça fait longtemps que je tutoyais plus les gens. Bon allez, je vais continuer comme ça. Mets-toi à la place des gens et tu t'imagines l'internaute qui adore. Et on va prendre la passion du cerf-volant. Voilà, je la prends souvent cet exemple. Je prends souvent cet exemple et vous allez comprendre. Le mec, c'est un fanat de cerf-volant. Il atterrit sur ton site grâce à Google AdWords. Il te connaît pas. Il t'a jamais vu. Et il voit que tu vends ça. Alors ok, il va se dire, ah ouais, c'est pas mal ça. Il est pas mal ce site, je le connaissais pas, mais bon voilà, mais c'est pas pour autant que je vais venir acheter. Bon voilà. Et le passionné de cerf-volant, ce qu'il fait, c'est si vraiment il sort tous les week-ends et qu'il se sert un petit peu de son matos va s'user, il va falloir remplacer certaines choses, ou peut-être qu'il a envie de changer. Et le passionné va revenir sur ton site plusieurs fois. Et il va arriver un moment où il va acheter. Obligatoirement, il va acheter si tu as le produit, si tu es placé, et si tu as ce qu'il recherche. Mais il va pas acheter instantanément. Donc quand tu fais de l'AdWords, moi, je me donne comme délai entre 1 et 3 mois avant d'avoir des ventes. Alors pourquoi je te dis ça? Tu attends 1 à 3 mois. Tu dépenses aujourd'hui, admettons, 100 euros d'AdWords et tu me dis on a fait 2-3 ventes. Ok. Et le mois d'après, tu dépenses encore 100 euros d'AdWords et le mois d'après, tu dépenses 100 euros d'AdWords. Et tu me dis à la fin, ouais, mais finalement, j'ai rien vendu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Google AdWords garde les cookies sur 30 jours, déjà, clairement. Et un client, comme je te dis, avant d'acheter, alors à moins que tu vendes des produits pas chers et qu'il s'en fout et que en 2 clics c'est fait, pourquoi pas. Mais quand tu vends du matos un petit peu cher, moi je te dis, le client, il faut qu'il apprenne à te connaître avant d'acheter chez toi. Donc tu vas attendre 3 mois. Donc comment tu peux faire pour savoir d'où il vient ton client? Est-ce qu'il est venu d'AdWords? Il peut très bien venir de Facebook aussi. Je parle d'AdWords, c'est l'exemple que j'ai pris, mais il peut très bien venir de Facebook. Comment tu fais pour avoir cette masse générale, à savoir, je donne la conversion à qui? Alors, je vais conclure, je vais te dire la méthode que j'utilise moi, mais avant, je veux être clair. Il est important que tu suives quand même tes coûts d'acquisition. C'est-à-dire que si tu vends des produits à 20 euros, il ne faut pas que ton coût d'acquisition il soit à 100 euros parce que tu vas perdre des ronds. Donc, oui, tu suis un petit peu tes métriques, mais tu vas pas hyper dans le détail. Et ce que je te conseille, j'ai déjà fait une vidéo qui s'appelle quel budget publicitaire. J'essaierai de trouver le lien, je le mettrai en description. En fait, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de pas dépasser le budget des 10%. Alors, je dépasse un peu en général, mais 10% de budget publicitaire par rapport à mon chiffre d'affaires. Entre 10 et 15 max, voilà. Donc, du moment que tu restes dans cette tranche de pourcentage par rapport à ton chiffre d'affaires, moi je me dis ça sert à rien de rentrer trop dans le détail. J'ai fait j'espère que ce que j'essaye d'expliquer vous le comprenez. En fait, j'ai fait des tests dans le passé à vouloir trop rentabiliser mes campagnes AdWords, etc. Et au final, je me retrouve à perdre le chiffre et à reprendre les campagnes et à tout réouvrir les vannes. Vous savez, bon, le terme réouvrir les vannes, je l'emploie plusieurs fois, mais tu réouvres les vannes pour dire à Google, non mais c'est bon, vas-y, diffuse mon flux, diffuse ma pub, et derrière tu vas retrouver tes ventes, et petit à petit l'effet de boule de neige des 3 mois, mais du coup ça va se rattraper et tu vas être rentable à ce niveau-là. Voilà, alors bon, j'espère avoir fait passer un certain message, mais j'essaierai dans tous les cas de faire une vidéo sur Google Analytics, ou une petite formation, parce qu'en fait... Analytics, tout le monde s'en fait une idée folle. Dans Analytics, on peut y passer des semaines entières. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas très compliqué. Hein. Il faut 2-3 métriques et après, on passe à autre chose. Surtout en e-commerce, quoi. Après, si vous voulez faire des beaux tableaux pour le comptable, ouais, pourquoi pas. Mais moi, je travaille à méthode Pareto 80-20. Je vais à l'essentiel et je bidouille je vais chercher des infos qui m'intéressent. Voilà, Vincent. Donc, on est à 25 minutes. Écoutez, je pense que j'ai fait un bon score, je vais pas aller plus loin. Petit rappel, j'ai fait un pack de formation pour ceux qui veulent améliorer leur taux de conversion. Alors le pack de formation, alors le voici.
il est là, pack de formation taux de conversion. Pot-au-feu de la conversion plus le transformateur à commande. Alors le pot-au-feu de la conversion, c'est une formation qui va vous aider à rendre votre site rassurant pour le client. Vous savez, en France, on a des standards. C'est pas parce que on fait du e-commerce et que les ricains ont 10-20 ans d'avance sur nous qu'il faut vraiment coller à leur graphisme, à leur façon de vendre. Nous, on est en France, il y a des standards. Et à travers cette formation, je vous donne quelques standards. Et je vous donne aussi des éléments pour rassurer vos clients. Et ensuite, dans le transformateur à commande, comme je vous l'ai expliqué, et d'ailleurs j'en parle dans cette formation, je vous montre comment aller dans Analytics et aller chercher les bonnes infos. En fait, transformateur à commande, on va travailler en mode Pareto, on va aller chercher les bons éléments, on va mettre en valeur ce qu'il faut, pourquoi, comment. Et tout ça, les deux formations vous aideront à augmenter votre taux de conversion. Donc ce pack est disponible jusqu'à mercredi, la promo surtout qui est disponible jusqu'à mercredi. Et voilà, sur ce, je vous souhaite de bonnes ventes. Bye bye.